Tonin, Benoît. Squeezie, comment il fait? Donc comment il fait? En gros, Squeezie, aujourd'hui, c'est le premier youtubeur français. Squeezie, il publie plusieurs choses. Il publie des vidéos longues et des vidéos courtes, shorts. Aujourd'hui, quasiment tous les créateurs ont opté pour cette formule. Ce qui est intéressant d'ailleurs de noter, c'est que Squeezie a longtemps... Enfin, d'ailleurs, il a deux chaînes YouTube Squeezie. Il a Squeezie Gaming et Squeezie, la chaîne Squeezie. Et pendant longtemps, ces shorts, il les faisait passer sur la chaîne Gaming. De sorte à ce que je pense, il y avait peut-être une sorte de superstition, ou même pas, d'ailleurs il se disait, en fait je vais niquer mon algorithme si je publie des shorts. Donc pendant longtemps on n'a pas vu de shorts sur la chaîne de Squeezie. Et Thibaut InShape est arrivé un peu en force en publiant pas mal de shorts et en le rattrapant, il est encore un peu loin, mais en grimpant au niveau abonné. Et Squeezie là commence à publier des shorts aussi, a commencé depuis un moment à publier des shorts sur sa chaîne principale. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a une chaîne de Squeezie qui est des vidéos longues et des shorts. Des vidéos longues qui arrivent un peu de manière assez irrégulière. Alors quand je dis régulière, c'est qu'il n'y a pas de... sauf si j'ai peut-être une bêtise aux Squeezos qui nous regardent, mais je crois pas qu'il y ait de jours prédéfinis pour les vidéos qui sont publiées. Il publie en... Alors ça dépend, il y a des semaines, je crois, il va publier une vidéo par semaine. D'autres fois, il va publier 2, voire 3 vidéos. Il va être très, très régulier dans ce sens-là où il y aura normalement au moins une vidéo par semaine sur la chaîne de Squeezie, sauf peut-être en période de vacances ou autre. Mais il y a des vidéos qui sont publiées assez régulièrement, ce qui fait qu'on sait que en général, Squeezie, c'est un créateur qui est actif et on sait qu'il n'a pas perdu ses abonnés. Ses abonnés sont encore là pour le suivre. Squeezie propose plusieurs formats. Des threads d'horreur, qui l'a fait la Halloween, mais qu'il a arrêté un peu petit à petit désormais, qu'il a basculé dans d'autres formats type avec des abonnés, où ils discutent un peu des abonnés, de leur vécu, threads d'horreur, etc. Comment ils ont vécu des choses horrifiques. Donc de manière beaucoup plus prodée. Donc plus de production, plus de moyens investis dans ça. Là où avant c'était juste, il lisait des subreddits qui traduisaient, qui racontaient, qui l'expliquaient face caméra avec un fond vert. Donc ça c'est par exemple je parle du thread d'horreur, mais en gros si on fait de manière très schématique, t'as trois formats sur la chaîne de Squeezie. Premier format face cam avec du fond vert derrière, où là en ce moment il raconte des anecdotes un peu improbables et parfois des threads d'horreur. Deuxième format, un format je l'appellerais middle prod, c'est-à-dire que c'est une prod un peu comme ce qu'on a là tous les deux quand on parle, c'est-à-dire on a 3 caméras, peut-être plus un peu pour lui avec des gens derrière qui gèrent la production, mais dans un cadre un peu restreint, qui n'est pas non plus un truc plateau télé, un truc assez soft, mais quand même bien produit. Où là il va proposer plusieurs types d'émissions, donc je parlais des threads d'horreur tout à l'heure, je peux aussi parler de Qui est l'imposteur par exemple, qui est un très bon exemple. Et dernier format de prod, là c'est des formats beaucoup beaucoup plus ambitieux, comme ce qu'il avait fait avec Où est-ce qu'il est, je crois, c'était le format qu'il faisait à la U Arena, si je dis pas de bêtises. Et un autre format qu'il a fait plus récemment, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le format Garry's Mod, Ouais. mais dans un château en IRL. Donc des formats beaucoup plus qui sont plus ponctuels, beaucoup plus investis. Et après il y a un dernier format, mais là qui est plus sur Twitch, qui est le GP Explorer. Pareil, après il va faire des formats plus en mode je vous raconte ce qui s'est passé au GP Explorer sur sa chaîne YouTube, mais qui ne concerne pas directement sa chaîne YouTube, parce qu'on dit oui c'est YouTube, c'est Squeezie le YouTuber, etc. Mais le GP Explorer c'est avant tout diffusé aussi sur Twitch. Donc voilà, différents segments, et Squeezie qui est présent aussi toutes les semaines, une fois par semaine sur Twitch, donc sa communauté qui vient aussi de YouTube sur Twitch et de Twitch sur YouTube, extrait Twitch qui diffuse sur sa chaîne Squeezie Gaming. Donc en fait, il a vraiment tissé un maillage de contenu qui lui permet de faire cohabiter des contenus très 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 produits avec des très très gros budgets, ouais, qui vont lui permettre de créer une très très forte viralité, ouais, donc de reacher fort, donc très très gros un gros indice de découvrabilité. Il va finir en tendance, donc ça lui permet d'asseoir déjà, de reconfirmer son statut de numéro 1. Ça lui permet aussi de mettre une trace aux autres créateurs avec des niveaux de production sur lesquels c'est très compliqué de s'aligner. Ça lui permet de faire grossir son audience. Et derrière, il va avoir des contenus beaucoup moins produits, beaucoup moins, en tout cas, chers à produire, qui vont lui permettre de venir aussi rentabiliser, parce que ces vidéos vont être par définition très 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 rentables, donc ça permet de lisser aussi ses coûts économiquement parlant, et ça lui permet de maintenir la proximité et l'engagement de son audience dure, avec du contenu plus authentique, plus direct, plus face cam, et le tout servi par d'autres canaux
qui lui permettent de continuer d'approfondir cette relation avec Twitch, donc sur lequel il va avoir son audience la plus engagée. Il va avoir un Discord aussi, et qui lui permettent, en plus de ça, de générer du contenu qui peut reposer sur sa chaîne gaming en short, donc qui lui permettent d'aller chercher encore plus de découvrabilité, encore plus de viralité, et aussi encore plus de levier financier, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Tu l'as mieux dit que moi. Ok. Ah bah c'est pour résumer. Non mais t'as raison, t'as tout à fait raison. Moi c'est vrai que je faisais plus une cartographie des contenus et tout, mais t'as tout à fait dit que c'est exactement ça. C'est la stratégie. Ouais. Je trouve ça super intéressant en fait, c'est que il a vraiment réfléchi en maillage, en toile d'araignée, quoi. Ouais. Tu sens que tout se nourrit. Tu sens que tout est à sa place. Chacun de ses contenus, chacun de ses formats en fait a un rôle bien précis. Et en fait, tu sens qu'il s'éclate profondément au sein de chacun de ses ouais, ses totalement. contenus, quoi. Mais c'est ça aussi où tu sens le. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Squeezie, tu vois, je te parlais d'authenticité. Squeezie, c'est c'est le premier youtubeur français et c'est sans doute aussi celui qui est le plus authentique. C'est-à-dire que tu vois une vidéo de Squeezie, le mec se marre de sa propre connerie parce qu'il a raconté une blague ou parce qu'il a fait un truc. Et il est vraiment derrière la caméra, je pense. Je le connais pas personnellement, mais comme il doit être aussi dans la vie, ou en tout cas, il laisse paraître qu'il l'est comme ça, et c'est ça aussi qui forge aussi sa réputation et ce qu'il est, quoi. Et parlons un petit peu maintenant de Léna. Ouais. Elle a pas de chaîne Twitch. Elle a pas de Discord, non, je pense. Non. Donc on voit que c'est une stratégie complètement différente. Ouais, stratégie différente. Comment elle procède? Léna, elle est présente sur Instagram. Ouais. Sur YouTube. Un peu sur TikTok, mais voilà. C'est vraiment Instagram et YouTube, elle, c'est sa stratégie principale. Sur YouTube, si je dis pas de bêtises, elle a commencé sur YouTube. Bon, elle a été présente aussi sur Instagram dès le début, mais elle a commencé à exister aussi sur YouTube. C'est d'ailleurs, quand on l'a défini, Léna, c'est une YouTubeuse. Avec justement, en parlant de mode, en faisant des vlogs. C'est un peu comme ça qu'elle a commencé à exister. Et Léna s'est fait aussi connaître pour ses vlogs d'août. Où elle va poster pendant tout le mois d'août, une vidéo par jour. Elle va raconter son mois d'août, ce qu'elle a fait pendant le mois d'août. Donc là, on a une stratégie totalement différente d'un créateur plus classique qui va publier de manière régulière des vidéos. D'ailleurs, Léna a essayé plus ou moins de faire des vidéos régulières, je crois qu'elle s'était fixée tous les dimanches à un moment. Et finalement, ça s'était pas trop tenu parce qu'il y avait eu aussi d'autres choses. Elle avait raconté son histoire avec l'hôtel Mafouf, donc son aventure entrepreneuriale. Elle avait raconté plein d'autres choses qui a fait que sa ligne YouTube était un peu déconstruite de ce point de vue-là. Mais en revanche, ce qu'elle fait, ce dont elle tient depuis plusieurs années, je sais plus de quand datent les premiers vlogs d'août, mais elle tient quelque chose de régulier pour le coup, qui sont les vlogs d'août. Et on sait qu'à chaque fois, au mois d'août, on va retrouver la chaîne YouTube de Léna pour aller voir ses vlogs. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Et après, évidemment, il y a quelque chose d'assez légendaire aussi dans ce qu'elle est en train de créer, parce que plus elle fait des vlogs d'août, plus les gens ont envie de regarder les vlogs d'août, et plus les gens regardent les vlogs d'août, plus Léna devient une personnalité. Et plus Léna devient une personnalité, plus ces vlogs d'août deviennent impressionnants, et elle passe ses vacances avec des gens qui sont des personnalités publiques numéro 1. Les derniers vlogs d'août de Léna, elle passait ses vacances avec des chanteurs connus, avec des créateurs YouTube, les premiers créateurs YouTube. L'année d'avant encore, c'était aussi avec des gros créateurs YouTube. L'année d'avant, c'était avec dans la maison de Squeezie, dans une maison avec Squeezie, Hugo Décrypte et d'autres. Seb, son copain aussi. Et là, cette année, c'était je crois, avec Seb. Elle était partie avec les amis de Seb, d'autres. Je les ai pas tous regardés en détail, donc je connais pas très bien. Mais juste, je sais qu'elle elle rencontre aussi différentes personnalités. Ce qui fait que l'histoire de Léna devient une légende en elle-même. Et donc, on a envie de suivre ces vlogs d'août pour Léna, mais on a aussi envie de suivre, et c'est comme ça qu'elle a acquis aussi une nouvelle audience, on a aussi envie de suivre les vlogs d'août de Léna pour voir les personnalités qu'il va y avoir dans ces vlogs. Donc Léna, en gros, sur YouTube, sa stratégie, globalement, c'est les vlogs d'août. Elle publie pas de shorts, si je dis pas de bêtises. Peut-être elle en a publié de manière sporadique pour publier un peu comme elle publie sur TikTok. Mais voilà. Donc sur YouTube, principalement, le focus de Léna, c'est ses vlogs d'août. Et ça lui permet aussi de raconter, comme je disais, des choses avec ses aventures entrepreneuriales. Typiquement, elle avait raconté dans une série de vidéos toute son aventure entrepreneuriale qui était assez intéressante et très authentique aussi. Où elle expliquait vraiment ce qui s'était passé, comment, pourquoi elle avait raconté. Et puis, elle a parfois aussi des trucs épisodiques. Par exemple, dès qu'elle vit quelque chose d'extraordinaire, elle va le raconter. Vraiment, elle était invitée au Met Gala.
places sont très sélectes. Enfin voilà, il y a très peu de gens qui peuvent avoir la chance dans leur vie d'aller au Met Gala. C'est en général des grands acteurs américains ou quoi qui y vont. Et elle a mis en scène d'ailleurs, alors mis en scène ou pas, je sais pas. Mais elle montre une vidéo qui est très marquante, je trouve, c'est sur la leçon d'authenticité. Elle se filme en train d'apprendre qu'elle va au Met Gala. Et là, il y a l'émotion naturelle de Lena qui ressort, de dire bah putain, je vais au Met Gala, un truc que j'ai rêvé depuis que je suis petite, dont je parle dans ma chaîne YouTube depuis des années, authenticité. Et ben là, je le montre à ma communauté. J'ai été prise au Met Gala et je réagis en pleurant, enfin voilà, avec toutes les émotions qu'il y a. Voilà, je me suis un peu étendu, mais voilà, globalement, ce qu'il faut retenir de Lena, c'est des vlogs d'août réguliers tout le temps et des épisodes un peu sporadiques et épisodiques qui racontent son aventure et des moments marquants de sa vie. Si on faisait, c'est marrant parce que si on faisait une matrice avec en abscisse la structure de la chaîne, comment dire, le niveau de complexité structurelle de la chaîne, et en ordonnée le niveau de proximité avec l'audience, d'authenticité. Donc avec le bas de ton abscisse qui va être genre do it yourself à fond. T'as pas d'équipe, très très peu d'équipe, tu fais quasiment tout toi-même, et niveau maximum, tu délègues tout. Toi, t'es juste là pour montrer ta tronche, donner les grands axes stratégiques, et sinon, t'as ton équipe qui s'occupe de tout le reste. Pareil pour leur donner proximité minimum, parce que t'as des formats inaccessibles pour le commun des mortels, c'est hyper produit, donc tu crées beaucoup de distance avec ton audience, et de l'autre côté, t'as proximité maximale parce que c'est des formats que tu peux vraiment t'approprier en tant qu'audience et tout. C'est intéressant. Ouais. Bah en fait, tu te rends compte que Squeezie et Lena Situation sont à l'opposé l'un de l'autre, complètement quoi. Vraiment. Enfin, quasiment complètement. C'est-à-dire que justement Squeezie est sur leur contenu en tout cas, ouais. Sur leur contenu, sur certains. Alors justement Squeezie lui a réussi à faire un entre-deux. Ouais. Voilà, mais après t'as d'autres youtubeurs qui se sont mis complètement à l'opposé, qui sont à l'opposé diamétral de Lena. Et c'est ceux qui ont eu tendance à perdre pied, justement, notamment avec Faye Carlito. Ouais. Ils se sont trouvés dans un extrême. Et Lena, de par cet extrême aussi, a plusieurs fois elle-même failli perdre pied. C'est-à-dire que, justement, à tout faire toute seule, parce qu'elle fait tout toute seule, elle fait ses montages, ses tournages, elle fait absolument tout. Ouais. On sait que le vlog, en plus, c'est un format qui est extrêmement prenant. D'un point de vue réalisation. Bien sûr. Ouais. C'est extrêmement prenant. Elle a un vrai travail de storytelling derrière, en plus. Oui, ça on n'est pas rentré dans le détail, mais effectivement, Lena, elle est assez, si on pourrait faire tout un épisode sur Lena, elle est assez brillante dans le storytelling. Elle est trop forte, ses vidéos sont extrêmement bien faites, je suis pas le public, mais de temps en temps, je m'amuse à les regarder parce que juste, je prends une claque de storytelling, elle est trop forte. Et donc, c'est très très demandant, elle s'occupe de tout, de A à Z. Donc, tout ça, ça a le coût du surmenage. Et donc ça l'a mis vraiment très border. Ça l'a poussé dans ses retranchements plusieurs fois. Et donc en fait, on peut voir avec cette matrice, enfin là que je suis en train d'improviser avec toi, elle te permet d'appréhender aussi un petit peu la stratégie et le niveau de viabilité en fait de ces stratégies-là sur YouTube, parce que ça te permet de voir un petit peu tes angles morts et ce qui peut potentiellement demain te causer des problèmes d'un point de vue structurel, quoi. Ouais, c'est intéressant. Et en fait, Lena, on voit que ouais, effectivement, elle a un format qui sur le papier est super intéressant économiquement parlant, parce que ça coûte très peu cher et tout, mais qui en fait a un coût énorme qui est le coût d'impact humain, et qui est le coût de non-délégation. C'est très très compliqué pour elle de déléguer ça, parce que c'est sa patte en fait. Et donc en fait, tu te retrouves pris dans un truc très artisanal qui l'empêche quelque part de scaler, quoi. Ce qu'on retrouve aussi dans ce qu'elle est en train de faire avec l'hôtel Mafouf, où on voit le partage. Après, je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, mais elle partage beaucoup de on fait tout nous-mêmes. Là, on est 2-3 pour peindre les tables, les machins, les trucs. Alors sans doute qu'il y a toute une équipe aussi derrière, tu vois, mais il y a un peu ce truc-là effectivement qui se retrouve même dans son projet d'entreprise en dehors de son contenu natif. Et il nous reste Thibaut InShape. Ouais. Alors lui, je t'avoue que c'est un de ceux qui, dans la stratégie, m'interloque le plus. Je suis très curieux de savoir quelle est ta vision des choses. Je pense que sur le long terme, il a raison. Après, tout le monde a raison en soi. Hein. Les deux premiers qu'on a analysés, ils ont raison aussi dans leur. Ils ont raison aussi dans leur manière de faire. Mais je pense qu'en gros. Aujourd'hui, pour expliquer très rapidement, Thibaut InShape, il a une stratégie de contenu d'une vidéo longue par semaine.
et d'une vidéo courte par jour. Une vidéo courte par jour, donc un shorts par jour et une vidéo YouTube plus longue par semaine. Sur ces vidéos longues, Thibaut InShape, sa stratégie, c'est de parler avec des gens qui ont vécu des choses, qui ont des histoires. Parler avec des gens qui ont des histoires. Il a invité un mec qui est tatoué de la tête aux pieds, qui s'est fait amputer des doigts exprès, qui veut ressembler à un alien. Il a interviewé des personnes qui ont survécu à des incendies et qui sont des grands brûlés. Il a interviewé aussi des gens qui se sont fait battre quand ils étaient jeunes. Enfin, il fait des interviews de personnalités, de personnes qui ont vécu des choses, des histoires touchantes, etc. Et sur la partie format court, là, il a une stratégie radicalement différente, c'est-à-dire qu'il poste des formats, on va dire, très universels, qui parlent un peu à tout le monde, sans parler, quasiment, je reviendrai juste après dessus, mais sans dialogue, sans quasiment parler. Et c'est des choses un peu de la vie quotidienne qu'on peut voir de manière assez générale, un peu à la Kabyle Amé. Je sais pas si tu vois, un peu à la Kabyle Amé. Donc il a cette stratégie-là sur Shorts et cette stratégie-là sur l'autre stratégie sur YouTube. En gros, Thibaut InShape, ce qu'il se dit, c'est que sur TikTok, ce qui fonctionne, c'est la stratégie à la Kabyle Amé. C'est-à-dire que des vidéos très courtes et du coup qui parlent pas. Pourquoi il parle pas? C'est parce que c'est universel. Il fait des thèmes très universels avec des emojis et des écritures simples pour qu'on comprenne. Et c'est des trucs que tout le monde comprend et n'importe qui comprend. Donc ça, il a raison, parce que du coup, sur TikTok, il va booster son nombre de vues. Sur Shorts aussi, ça fonctionne hyper bien. Et d'ailleurs, l'audience sur les Shorts, notamment de Thibaut, il le racontait dans une interview, et j'en parlais avec lui aussi d'ailleurs, parce que je l'ai interviewé pour le Crayon. Son audience est très très jeune, de 8, je dis peut-être pas 8 ans, mais en tout cas, c'est 10-12 ans, tu vois. Donc c'est une audience très jeune qui a besoin de choses, on va dire, plus enfantines que quelque chose de plus poussé, plus abouti, plus réfléchi qu'une audience de 18-35 aurait besoin. Donc il va faire quelque chose de très simple et qui parle à tout le monde. Ça va péter sur TikTok et du coup il le reposte aussi sur Shorts, où ça fonctionne très bien. Ce qui lui permet de grossir en communauté, parce que du coup ses shorts sont vus et les gens s'abonnent pour revoir ses shorts parce qu'ils aiment bien ce côté sympa, drôle de ses shorts. Et ce qui lui permet aussi de gagner une audience internationale, ce que Squeezie ne fait pas. Donc en fait, au court terme, on peut se dire Thibaut InShape, il a une stratégie assez nulle parce qu'il fait d'un côté des interviews de société qui est une cible totalement différente de la cible qu'il vise avec les shorts, où il fait des trucs très courts avec cible internationale. Mais en fait, ça donne une force à Thibaut InShape, c'est-à-dire que ces vidéos longues, même si il fait moins de vues que ce qu'il pouvait faire avant, il fait quand même entre 100 et 300 000 vues, voire parfois même beaucoup plus. Il peut taper des 1 million, etc. Donc il a une audience qui fonctionne aussi là-dessus. Et du coup, avec les shorts, en fait, ce qui je pense va se passer, selon moi, et peut-être je me trompe, mais ce qui je pense va se passer, c'est que les shorts vont prendre beaucoup plus d'ampleur sur sa chaîne, donc plus d'importance. En tout cas, d'ailleurs, je pense dans les vues, de toute façon, c'est clairement les chiffres aujourd'hui. Son audience va se renouveler. Il va avoir de plus en plus une audience internationale. Et à partir de ce moment-là, il pourra réfléchir à faire du contenu long qui s'adapte au contenu short. Mais il sera déjà le premier youtubeur français. Il aura déjà plus d'abonnés exclusifs à ce moment-là. Et à ce moment-là, il se dira, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ce que je fais avec les interviews type société? Oui, non. Est-ce que je les fais en anglais? Parce que maintenant, j'ai une audience internationale. Ou est-ce que je fais un truc plus divertissement qui correspond à mes shorts? Ou est-ce que mes shorts, je les adapte aussi en un truc qui correspond à mon truc plus société? Mais dans tous les cas, la communauté qu'il est en train de gagner, elle est plus jeune et plus internationale. Une communauté jeune, c'est une communauté du coup qui grandit, qui va vieillir, qui aura des aspects, des notions, des choses intéressantes qu'ils ont envie de découvrir. Et du coup, Thibaut InShape sera le premier interlocuteur qu'ils auront. Et international, du coup, une audience beaucoup, beaucoup plus large. Donc moi, de ce point de vue-là, je pense que Thibaut InShape, il pense plus sa stratégie sur le long terme que sur le court terme. Et il a raison. Voilà. Mais raison. Après, moi, je le ferais, si j'étais lui, là, dans cette situation, je ferais comme lui, je pense. Mais si moi, là, comme ça, c'est pas la stratégie que j'ai envie d'adopter. Mais en tout cas, je pense c'est une stratégie qui fait sens et qui est logique. Donc en fait, tu penses qu'il est en train là de préparer le terrain à très long terme, encore une fois, comme tu l'as dit, au prix, forcément, de la réussite de son contenu à court terme. C'est-à-dire qu'il est prêt à sacrifier son contenu horizontal, son contenu long à court terme. Parce que quand on regarde le ratio de vues par rapport à son nombre d'abonnés, clairement, il se prive d'une manne
de vues et donc financières genre considérables. Parce que là, il pourrait faire du contenu qui plaît à son audience aujourd'hui et aller taper du 1 million, 2 millions, 3 millions de vues par vidéo. Ouais. Et donc avec donc quelque chose de l'ordre du x10 par rapport à ses revenus actuels. Donc il est prêt à sacrifier aujourd'hui son audience pour se construire une audience internationale qui va pouvoir demain activer, mais au prix donc d'une projection à très long terme. Je pense pas qu'il le fait sous ce prisme-là. Je pense pas qu'il réfléchit comme ça. Je pense juste qu'il se dit, moi j'ai envie de faire des interviews longues comme ça, donc je me fais kiffer. En fait, tu vois, encore une fois, l'authenticité. Alors peut-être que du coup, vu l'audience et vu ce qu'il est en train de faire, ça prend peut-être moins. Mais lui, il est hyper authentique, il est en mode, j'ai envie de faire ça, donc je le fais. Et j'ai envie de faire des contenus marrants et plus sympas en shorts, donc je le fais aussi. Je pense qu'il est vraiment aussi dans cette réflexion-là, de se dire, bah ça me fait plaisir. Moi, faire ça me fait plaisir. Et je vais pas m'embêter à faire un truc qui me plaît pas et qui me fait pas plaisir. Sinon, autant arrêter YouTube et je vais pas faire ça. Donc je pense que juste, il kiffe les deux trucs. Et effectivement, je pense qu'il doit y penser aussi en se disant, bah voilà, est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas, machin. Et je pense que oui, il doit se dire, oui, je préfère dans ce cas-là faire moins de vues, mais sur un truc que je kiffe. Et me dire, bah on verra plus tard comment j'avancerai, quoi. Thibaut, tu vois le concept de crossing the chasm? Non. En marketing, c'est comment est-ce que tu pars? En gros, c'est une cartographie. Là aussi, c'est une gaussienne. C'est une cartographie des différentes sous-strates constituées, donc les différentes sous-démographies que constitue ton marché. Donc, tu vas avoir tes early adopters, tu vas avoir first mover, tes early adopters. Après, tu vas avoir la masse, en gros. Et donc, dans la masse, tu vas avoir les consumers, et puis après, tu vas avoir les laggards, et ainsi de suite. Donc, en gros, la question, c'est comment est-ce que tu fais en sorte de conquérir l'intégralité de ton marché adressable, sachant que tes early adopters sont ceux qui vont te permettre d'exister, parce que c'est les premiers, en gros, qui vont te faire confiance, parce que leur nature est comme ça. Donc, c'est ceux qui vont adhérer à ton message à un instant T. Donc, c'est ceux qui rendent tout possible au démarrage. Mais la question, c'est la subtilité du truc, c'est que entre tes early adopters et le gros de ton marché adressable, donc le 80-90% de ton marché adressable, et ben, t'as ce qu'on appelle le chasm, qui est en gros un différentiel de message. C'est-à-dire que le message qui t'a permis d'aller chercher ton marché adressable, enfin ton early adopter, tes early adopters, ainsi de suite, n'est pas du tout le même qui va faire réagir le gros de ton marché. Et donc en gros, tu as un shift à faire dans ton message, dans ton positionnement, qui tue beaucoup de boîtes d'ailleurs. D'accord. Parce que ton marché adressable chez côté early adopters est très limité par définition. Là où il est illimité de l'autre côté, quasi illimité de l'autre côté. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc en gros, toute la subtilité, c'est de réussir à te réinventer sans t'aliéner sans trahir trop tôt tes early adopters, sans les trahir. Trop tôt parce que sinon tu meurs. Trop tard tu meurs aussi. Donc en gros, t'as tout un timing à aller chercher. Et sachant que t'es obligé de le faire parce que c'est une course contre la montre. Sachant qu'au bout d'un moment, bah, t'auras saturé ce marché-là. Et donc, Cross the Chasm te permet de modéliser ça. Le truc, c'est que... C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est un peu ce qu'on a fait avec le crayon, ce qu'on est en train de faire aussi avec le crayon. Ouais, bah vous êtes en plein dedans, tu vois. Et sauf que quand tu débloques le truc, bah c'est ce qui te fait passer de 200 000 à 2 millions d'abonnés. Ouais, bien sûr. Voilà. Et Thibaut InShape, c'est exactement ce qui s'est passé. Lui, sa niche de départ, donc Early Adopters, il les a trouvé, le socle de son audience de base, il l'a trouvé dans la niche du fitness game, en fait. Ouais. Qui est une niche qui s'est très 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 vite saturée. Et en fait, lui, il a petit à petit su se réinventer et aller chercher une audience toujours plus large en retravaillant sa ligne éditoriale, exactement comme l'aurait fait un marqueur. Il a une approche très très marketing, en fait, au final. Totalement. Et là, aujourd'hui, il est en train de recross the chasm en allant verser dans du contenu beaucoup plus international avec ses shorts, muets, etc. Exactement. Et on peut voir que c'est celui qui a eu l'intelligence d'oser se réinventer, de s'émanciper d'une niche qui aujourd'hui voit énormément de youtubeurs. C'est-à-dire que les plus gros youtubeurs fitness aujourd'hui sur YouTube, plateau de fou, quoi. Et ont des courbes beaucoup plus timides que les siennes. Parce qu'à un moment donné, structurellement, ton marché te limite. Totalement. Et donc ça, c'est ce que je trouve vraiment fascinant avec Thibaut InShape. En tout cas, dans sa façon, la façon qu'il a eu au cours des années de se réinventer. Mais
Mais ouais, je suis curieux de voir comment il va opérer ce nouveau changement, sachant que ça serait le premier youtubeur français qui irait compter à l'international, Ouais. concrètement. Bah Donc, ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'on est à l'aube d'une grosse dinguerie qui va nous faire Sea Shave. On n'est pas prêt, je pense. Je pense qu'on n'est pas prêt, bon, et que beaucoup de gens le sous-estiment, je pense, beaucoup. Et quand tu regardes les stats de Squeezie, que tu regardes proportionnellement, ces stats, que tu fais une triangulation avec, avec le marché francophone, YouTube Game francophone, et que tu les compares au stats de MrBeast, qui lui adresse un marché c'est monstrueux. C'est monstrueux. Bah, Squeezie, proportionnellement, marche mieux que MrBeast. Ouais, j'avais vu ça, ouais. C'est impressionnant. Ouais, c'est monstrueux. C'est monstrueux et après, je pense aussi Squeezie doit avoir un peu ce truc de se dire, bah, je suis numéro 1, comment je reste numéro 1, tu vois. Tu penses qu'il a cette considération? Tu penses que ça lui importe? Je pense pas qu'il soit non plus matrixé par ça, mais je pense que c'est un petit truc de se dire, bah, faut que je me renouvelle, tu vois. C'est un peu... ouais, bien sûr. Dans la musique, c'est Nino qui se compare à Johnny, tu vois, en mode, c'est le numéro 1 et il est resté une légende et tout, tu vois, mais du coup, il y a un peu ce truc de Johnny, comment il a fait pour rester Johnny Hallyday, tu vois. C'est un peu un exemple qui peut sembler n'avoir rien à voir, mais en fait, c'est un peu ce truc de dire comment un artiste arrive à rester toute sa vie une légende. Ou en tout cas, arrive à façonner la légende au cours de sa vie. Bah, en fait, c'est parce que tu arrives à innover, tu arrives à proposer de nouvelles choses, tu fais des feats avec d'autres artistes, tu montres que bah, ton genre, avant, le Johnny Hallyday, c'était le rock'n'roll, puis à la fin, en fait, c'était de la pop qui n'avait plus rien à voir avec le rock, mais il avait cette image de mec rock. Bref, je prends l'exemple de Johnny, mais du coup, je pense qu'un Squeezie doit avoir peut-être en tête. Alors, peut-être pas. Peut-être que son but, c'est juste de casser, de faire encore quelques vidéos qui marchent et après de se barrer, de plus rien faire. Je pense pas. En tout cas, si son rêve, c'est de durer pendant des années, bah, t'es obligé de penser à ça, de dire comment je vais me renouveler, qu'est-ce que je vais proposer, que font les petits jeunes, à qui ils plaisent, comment moi je peux leur plaire aussi, comment je peux m'adapter et ajuster ça. Et en vrai, si t'es malin, avec l'audience que t'as quand t'es un Squeezie, tu peux aujourd'hui t'envisager de dire ok, je vais essayer de rester bah, pour les prochaines années. Et McFly et Carito avait commencé à le faire d'ailleurs, quand ils commençaient à faire des vidéos avec Michou, Inoxtag, etc. Ils font d'ailleurs encore aujourd'hui, tu vois. Mais c'est ce truc de se dire, bah, nous on a commencé à être un peu vieux, McFly et Carito ils ont plus de 40 ans, tu vois. C'est comment nous on reste jusqu'à peut-être 70 ans les boss du divertissement, on va dire, de YouTube, tu vois. Et je pense que t'as cette préoccupation-là aussi quand t'es un très très gros youtubeur ou quand t'es quand t'es un numéro 1, tu te dis bah comment je continue d'exister. Et je pense à mon avis que imaginons Steve InShape dépasser Squeezie, ça serait un changement de paradigme aussi dans la manière dont on conçoit YouTube. Tu vois. Je pense qu'en 2024-2025, il va y avoir des gros changements. Je sens qu'il va y avoir des évolutions. Comme je te l'ai dit, changement de méta, les gens vont redevenir à du contenu beaucoup plus authentique. Enfin, beaucoup moins produit. Je sens qu'il se passe quelque chose. Ouais, c'est intéressant. Je suis d'accord, je sens un peu ça aussi. Et je sens que un des gros instigateurs, une des grosses chaînes instigatrices de ça va être c'est McFly et Carito. Ouais. Je sens qu'ils sont en train d'avoir une vraie influence sur le YouTube game français. Et je pense que même à l'international, MrBeast en fait a vraiment placé la barre très très haut. Et je pense qu'au bout d'un moment, en fait, il va devenir tellement irrattrapable que les gens vont juste lâcher l'affaire, ils vont aller creuser d'autres voies. Et donc, on va se retrouver avec des, comme on l'a vu tout à l'heure, Sam Sulek. Mais surtout, c'est pas français, en fait. De dire aussi d'aller, je sais pas, faire exploser un centre commercial. Il fait vraiment ça. En France, personne ne va faire ça. Parce que, enfin, c'est bizarre. Alors, déjà, ça pollue, l'impact environnemental, tu vois, en France, t'es plus concerné déjà. Et en plus, tu te dis, enfin, c'est too much. Alors, on fait le too much différemment en France. Le too much, c'était avec McFly et Carito, avec le président, tu vois. C'est plus classe, c'est plus digne. Tu vois, on est français, c'est différent. Mais je trouve que oui, le MrBeast, personne n'essaiera, en France, personne n'essaiera de faire comme lui. Les gens essaieront de se rapprocher. Même à l'international. Tu parles à l'international, ouais, pardon. De toute façon, il est déjà irrattrapable. Oui. Non, et même MrBeast fait des vidéos aussi moins produites en soi. Il avait fait une vidéo. Il se fait enterrer une semaine. Voilà, ça, il avait déjà fait, je crois. Et pas une semaine, mais il avait fait un peu moins. Il s'était enterré 24 heures, voilà. Une semaine. Bon, là, la vidéo a pas trop marché. Non, effectivement. Donc, je pense qu'il va pas se faire enterrer un mois. Ouais, c'est pas quoi qu'il serait capable de dire. Mais je suis sûr et certain que si la vidéo avait fait 2 millions, il serait fait enterrer un mois. Mais non, il disait c'est pas possible. Ou alors, il aurait enterré 10 personnes une semaine. Oui, voilà. Il aurait fait un truc du genre. Je voulais m'enterrer un mois, mais comme c'était pas possible, j'ai pris 10 de mes potes et je les ai tous enterrés. Allez les gars, regarde, c'est la mère de Nolan. Et t'es en mode quoi? J'ai enterré 10 personnes aveugles pendant 2 semaines.
À la fin, s'il reste, je leur rends la vue. Terrible. Parce qu'il a vraiment rendu la vue à des gens dans à 1000 personnes aussi. Ouais, voilà, à 1000 personnes. Ça n'a aucun sens. En France, tu pourrais pas faire ça. En France, ça serait trop mal vu de faire une vidéo comme ça. Enfin, de la brander comme ça, en tout cas. mais c'est un choc culturel. Ouais. Donc Ouais, clairement. c'est du nectar d'américanisme, je trouve. Et je trouve ça fascinant à regarder Ah, c'est génial. Et civilisationnellement. en plus, tu le regardes avec les sous-titres, enfin le mec qui parle en français, tu sais. Ouais. Salut, je vais là, tu sais, le truc cliché de des parodies. Ils avaient fait des parodies comme ça avec, je crois que c'était Kemar qui a fait des parodies, de trucs comme ça, c'était hilarant. Mais oui. Kemar, très sous-côté. Kemar, Très, très Mr. V, sous-côté. ouais. Et mais d'ailleurs, Mr. V, je trouve ça c'est une stratégie incroyable. Ouais, sur Il la lance, pizza, ouais. bah, il lance son business de dropshipping de pizza. Clairement, c'est ça. Hein. Purement personal brandé. Et 1-2 fois par an, il lâche des bangers sur YouTube pour le distribuer en natif, quoi. Et sinon, le reste du temps, bah, il s'invite sur les podcasts des autres. Enfin, sur les podcasts, sur les vidéos, sur les chaînes des autres. Il se monte sur Twitch, il se fait voir, il lâche Ouais. un peu de contenu de temps en temps et ça se distribue tout seul. Et Excellent. un produit mass consumer qui est pas trop bon, enfin, qui est pas trop mauvais, donc les gens le rachètent parce que c'est pas trop mauvais. Bon rapport qualité-prix, marche de fou. Et lui, en fait, je suis sûr qu'il touche des royalties de malade Ah, dessus. ouais, bien sûr. Et donc, en fait, il a créé sa muse Ouais. qui lui ramène masse cash flow et il peut financer ses projets tranquillement. Ouais, c'est génial. Il a aucune pression niveau distribution. Enfin, je trouve le move incroyable. Ouais, c'est brillant. Non, il est très fort, Mr. V là-dessus. Et alors que pour moi, c'est même plus un YouTuber en tant que tel aujourd'hui. C'est un mec. Ouais, il est. Faut créateur. oublier qu'il est rappeur aussi. Ouais, je sais pas. Puis même, il a même plus la cadence de création Ouais, qui non, fait de lui un clairement. YouTuber. Enfin, c'est un créateur à part, quoi. Ouais. Non, il est très fort. Il a su Très fort. créer sa propre catégorie. Non, il est travaillé sur un film. Ouais. Apparemment, donc. Ouais, il se fait kiffer. Et Antonin, merci encore une fois. Bah, merci à C'était toi, trop cool. Benoît. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!